Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nouvelle édition de Direct au cours de laquelle nous allons parler de la situation économique en Égypte à travers divers appels téléphoniques, des reportages et aussi des nouvelles. On va commencer par un reportage concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a effectué hier une visite d'inspection à la nouvelle capitale administrative. Il y a examiné la position exécutive et de construction d'un certain nombre de quartiers et d'installations. Voici les détails. Lors de sa tournée hier dans la nouvelle capitale administrative, le président Abdel Fattah el-Sisi a visité le centre culturel islamique égyptien qui contient la mosquée d'Égypte, l'une des plus grandes mosquées dans le monde. Elle a une capacité de 109 000 fidèles. La mosquée comprend un groupe d'immenses salles pour les célébrations et les événements. Le président el-Sisi a également inspecté le bâtiment du Parlement, qui est le plus grand du Moyen-Orient, car la salle principale peut accueillir 1000 membres, le triple du bâtiment actuel au Caire, et une annexe à la salle principale, avec un ensemble de bâtiments de services séparés, comprenant des lieux de culte, un centre médical, un centre de la police, un centre média, un centre d'information, un centre de formation, en plus des espaces verts, outre la salle principale qui est surmontée d'un dôme central, l'un des plus grands dômes exécutés au monde. Le président a également inspecté l'évolution du processus de construction au quartier gouvernemental, comprenant le siège des ministères et de divers organismes gouvernementaux, ainsi que le bâtiment du Conseil des ministres. D'autre part, le président el-Sisi a également été informé de la place du peuple, contenant le plus haut et le plus grand drapeau du monde, ainsi que le mémorial conçu avec le style pharaonique. Donc, comme on vient de le voir, le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté hier le cours des travaux à la nouvelle capitale administrative. Et pour parler plus de l'impact de cette nouvelle capitale sur l'économie égyptienne, nous avons en ligne Dr Raouf Ghafar, économiste. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, comme on a pu le voir hier à travers les images durant la tournée du président, cette nouvelle capitale administrative s'annonce vraiment hors pair. Alors, dites-nous pourquoi l'Égypte investit tant d'argent et bien entendu d'énergie et de travail dans cette nouvelle capitale administrative. À mon opinion, c'est un modèle. Ça veut dire que, premièrement, les Égyptiens, quand ils ont la volonté, ils peuvent exécuter l'impossible. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, c'était toujours l'idée et la conviction du président disons, transformer l'Égypte éventuellement en un pays avancé, c'est-à-dire suivre les dernières technologies et construire des villes intelligente, comme on appelle, avec toutes les infrastructures modernes qui existent dans les très grandes villes. Donc ça, c'était en second lieu. En troisième lieu, c'était pour vider un tout petit peu la concentration des habitants au Caire. Nous avons maintenant une population qui va au-delà de peut-être 22 millions au Caire, ce qui est complètement insupportable. Et il faut absolument soulager un peu le Caire qui ne peut plus supporter ce nombre d'habitants. Donc c'était encore une très bonne idée de transférer un grand nombre d'habitants dans cette nouvelle ville qui va avoir le siège du président là-bas, un parlement, le cabinet, etc., le conseil des ministres, c'est-à-dire toutes les administrations
tous les ministères, toutes les ambassades, etc. Ça sera un siège administratif de l'Égypte. Et ça, c'était l'idée de construire cette capitale administrative. Et il faut vraiment dire avec beaucoup d'admiration que les travaux vont avec une rapidité vraiment incroyable. Bon, durant sa tournée hier, le président insistait beaucoup sur les matériaux, dont le marbre par exemple. Il insistait sur le fait que les matériaux utilisés devaient être égyptiens. C'est ça. L'Égypte est pleine de ressources, est pleine de richesses, si je veux dire. Et entre autres, le marbre. Et le marbre, on a tellement de marbre, on exporte le marbre brut déjà à beaucoup de pays. Et la chose ironique, c'est que ces pays le coupent et nous le réexportent, ce qui est complètement incompréhensible. Donc oui, c'était l'idée d'utiliser les matières qui existent dans l'Égypte. Et il y a beaucoup de variétés de marbre de très bonne qualité. Et c'est pour ça que la plupart, si pas tout, mais la plupart des matériaux utilisés dans cette nouvelle capitale sont locaux. Et c'est pour ça ça donne encore plus de valeur ajoutée aux produits égyptiens, certainement. Bon, outre le matériel, la construction même est faite par des mains égyptiennes. C'est-à-dire, l'idée est très bien conçue. La capitale, premièrement, le placement de la capitale a été bien choisi. Près de la mer Rouge, des ports d'un côté, près des zones industrielles de l'autre, etc. Donc, le placement est bien, la location est bien choisie. Et ça a été conçu scientifiquement et d'une manière très appropriée, de façon à ce que ça contienne tout ce qu'il faut. D'autre part, ça a été, disons, réparti entre les grands entrepreneurs et les grands investisseurs et les grands développeurs égyptiens. Chacun d'eux est responsable d'une partie pour la développer selon un thème qui est, disons, conçu de l'avance. Donc il y a tellement de développeurs, tellement de contracteurs, etc., égyptiens qui travaillent là-bas. Non seulement ça, mais il y a des pays qui ont exprimé leur intérêt à participer dans la construction, entre autres la Chine par exemple, et ils ont pris un quartier complet de cette nouvelle capitale administrative et ils la développent d'une manière très avancée, je veux dire, et c'est plein de tours, c'est-à-dire ça sera une ville égyptienne avec la conception américaine et européenne sur tous les points de vue. Bon, il faut rappeler aussi que toutes les institutions de l'État, tous les ministères, tous les services administratifs seront transférés vers cette nouvelle capitale. Absolument. Parlons des employés de ces organes. Je parle des employés. Pour les employés, est-ce que vous pensez qu'ils vont coopérer avec ce transfert? Ils vont coopérer parce qu'ils sont offerts des incentives assez intéressants. Il y a des petites villes satellites qui vont exister et qui commencent à être exécutées dans les alentours de la nouvelle capitale, dans les banlieues de cette capitale, qui sont construites particulièrement comme logement pour le personnel
qui va être transféré. Il y aura tout ce qu'il faut, c'est-à-dire ce sont des villes complètes avec écoles, avec tout ce qu'il faut sur le plan commercial, sur le plan vie de jour à jour, là-bas. Donc ils vont bien vivre, ils auront une possibilité d'éduquer leurs enfants dans des écoles très modernes. Je pense que le prix sera très abordable. Et puis, comme je viens de dire, il y aura des incentives, il y aura des bonus, etc., qui seront accordés à ces messieurs et dames, certainement, à la population qui va travailler là-bas. Et pour les moyens de transport? Partout au monde, c'est-à-dire, on voit ça partout. Quand il y a une nouvelle communauté, on essaye de donner des avantages. Exactement, pour attirer les citoyens pour vivre là-bas. Et je pense que c'est exactement ce qui arrive. Moi, j'avais la chance d'aller justement par hasard aujourd'hui. J'étais là-bas et j'ai vu vraiment des développements incroyables. C'est-à-dire, quand vous allez vous absenter 1 ou 2 mois et puis vous pensez que vous êtes dans une autre ville à cause des constructions qui vont très rapidement. De la rapidité des constructions. Bon, et pour les moyens de transport? Et ça va être lié, nous avons le train électrique qui va lier la mer Rouge à la mer Méditerranée en passant par la capitale. On a le monorail qui va passer. C'est-à-dire, c'est équipé. Partout, il y a les méthodes de transportation très modernes qui vont lier cette capitale à pratiquement toute l'Égypte. Donc ça encore, on n'a pas oublié. Les réseaux routiers qui joignent la capitale à l'Égypte en général, à toutes les villes principales de l'Égypte, sont vraiment à comparer aux réseaux routiers qui existent non pas en Europe mais en Amérique. Donc c'est quelque chose de vraiment très, très, très moderne et très bien fait. Alors ça encore, ça facilite le transport du personnel, des passagers, des marchandises, de tout. De n'importe où en Égypte à la capitale administrative. Docteur Raouf Gaafar, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Merci. Et on poursuit donc avec nos reportages. Lors d'une réunion avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et le gouverneur de la Banque centrale, M. Tariq Amer, le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné d'améliorer les indicateurs économiques. Il a également demandé de maintenir la stabilité monétaire et bancaire en Égypte. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec Dr Mostafa Madbouli, le Premier ministre, ainsi qu'avec le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amer. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur un examen des efforts de la Banque centrale dans le cadre du système bancaire et monétaire. Lors de la réunion, le président a dirigé la poursuite de la mise en œuvre de mesures visant à améliorer les indicateurs économiques et à maintenir la stabilité monétaire et bancaire, en coordination avec les organismes publics concernés, notamment en ce qui concerne la maîtrise des répercussions économiques de la pandémie du Covid-19. Le gouverneur de la Banque centrale a passé en revue les initiatives de la banque pour soutenir les différents secteurs de l'économie égyptienne face aux répercussions du coronavirus, dans le but d'aider les entreprises des différents secteurs à surmonter ces conditions et à maintenir leur solvabilité financière et leur emploi, ainsi que de répondre à tous les besoins du secteur public pour financer le processus de développement. Tariq Amer a également présenté les efforts du système bancaire pour participer au développement économique, ainsi que la gouvernance de la performance bancaire et l'augmentation des niveaux d'investissement, en plus d'améliorer le service rendu aux citoyens et de réduire son coût grâce au paiement électronique.
pour parler plus en détail de cela, nous avons en ligne Madame Chériane Al-Qamesh, économiste. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir aujourd'hui avec vous. De rien. Alors, dites-nous, comme on vient de le voir, le président Abdel Fattah al-Sisi a demandé au directeur de la Banque centrale et au Premier ministre de maintenir une stabilité monétaire et bancaire en Égypte. Qu'est-ce que le président entend par cela? Bon, je vois qu'ils vont décider et discuter pour améliorer les indicateurs économiques et pour maintenir la stabilité monétaire et bancaire en Égypte. Donc, surtout, ils ont discuté ce qui concerne aussi la lutte contre les conséquences négatives économiques, d'après, bien sûr, malheureusement, la crise du coronavirus. On voit aussi que, malgré les défis posés par le programme de réforme économique et politique budgétaire et monétaire, on voit que le secteur bancaire a obtenu de bons résultats, surtout dans l'année 2020. Donc, de mon point de vue et d'après mes lectures, je vois que ça est après plusieurs facteurs. Donc, normalement, ou en grande image, ce réunion était pour discuter ce que le secteur bancaire et monétaire a vu place dans ces jours-ci. Donc, si vous voulez aussi, on peut discuter et montrer les différents facteurs. Donc, de ma point de vue, je vois que le premier facteur est pour que la Banque centrale d'Égypte a suivi une stratégie étroite pour renforcer le pourcentage d'inclusion foncière en Égypte. Pardon, dites-nous, pour renforcer quoi? Pour renforcer les pourcentages d'inclusion financière en Égypte. Et cela s'est passé d'après plusieurs initiatives pour attirer les divers segments du secteur bancaire. Et ça, bien sûr, va se traduire par conséquence à l'augmentation de la demande de services pour les produits bancaires. Et donc, d'après ça, ils vont améliorer et augmenter les activités et la croissance du secteur bancaire. Mais je voudrais revenir à un point. Si le secteur bancaire a effectué, comme vous l'avez dit, cette amélioration, est-ce que cela est dû à l'augmentation des investissements en Égypte? Bien sûr, c'est une relation tellement forte entre la croissance économique et le secteur bancaire et monétaire. Donc, c'est ça ce que j'allais vous dire et discuter avec vous dans ce point. Donc, par exemple, quand les banques égyptiennes ont amélioré, par exemple, les services financiers, les services d'après la technologie, nouvelle technologie, d'après l'Internet et ainsi de suite, ça a donné plus de chances pour les investisseurs d'avoir de plus de services et faciliter les services bancaires pour les investisseurs. Ce qui aussi, je veux vous dire concernant ce point que les indicateurs ou l'évolution de croissance de l'économie égyptienne, bien sûr, dans le cadre du programme national de réforme, il a augmenté le revenu moyen par habitant. Ce qui, par conséquent, va influencer positivement et directement le citoyen et il va sentir les conséquences de la réforme d'économie égyptienne. Donc, bien sûr, il y a une forte relation entre la connaissance ou la croissance économique et les services et l'augmentation et l'amélioration du système monétaire et bancaire. Est-ce que nous avons des statistiques qui nous démontrent combien de citoyens égyptiens ont des comptes en banque, par exemple? Honnêtement, je n'ai pas exactement le numéro maintenant, mais bien sûr, on a vu que les banques ont essayé de faire des initiatives, comme je viens de le dire, pour attirer plusieurs ou d'autres segments que ceux qui utilisent les banques ou les services bancaires maintenant. Donc, ils essayent d'avoir tous les projets informels et les projets qui ne sont pas inclus dans les services bancaires
pour avoir les services bancaires et pour être des membres ou pour avoir des, comme on vient de dire, les services bancaires. Bon, et concernant les taux d'intérêt sur l'investissement et sur aussi les prêts, est-ce que cela s'est stabilisé aussi ou bien ça a subi des hauts et des bas? Bon, moi je vois, d'après ma lecture bien sûr, que toute forme de croissance économique, toute forme de ce que le gouvernement et bien sûr Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, il fait d'après les nouveaux réformes, les nouveaux infrastructures et bien sûr ce qu'on voit comme état d'équilibre et état de calme concernant la vie politique en Égypte, tout ça, il donne la chance pour l'augmentation de taux de croissance en Égypte. Ce qui, par conséquence, bien sûr, va essayer de baisser la pourcentage du chômage et, bien sûr, va augmenter les investissements et, bien sûr, encourager les investisseurs de l'extérieur pour faire des projets en Égypte. Et on va voir ça directement ou l'influence de ça directement sur l'augmentation du taux de croissance. Bon, une dernière chose, la valeur de la livre égyptienne face au dollar. Que va-t-il lui arriver durant la prochaine année, par exemple? Donc, moi, je vois qu'il y a un futur promis, qu'il y a un futur tellement optimiste. Je vois que tous les investissements, toutes les réformes qui se passent maintenant, il va améliorer l'état du livre égyptien devant le dollar. Donc, toutes les conséquences qu'on vient de dire d'après l'augmentation de l'économie, le réforme ou le programme de réforme qui a commencé depuis 2016, bien sûr d'après le gouvernement égyptien, d'après le ministre de la planification et du développement économique, et aussi qu'il y a une grande cohabitation, on peut dire collaboration entre les citoyens, les Égyptiens et le gouvernement. Je vois que tout ça va améliorer l'état du livre égyptien devant le dollar, en espérant bien sûr. On l'espère. Oui, on l'espère. Et finalement, je suis sûre et tellement optimiste qu'on va passer cette dure période d'après la crise du coronavirus et on va mieux travailler, on va avoir beaucoup plus de projets, on va avoir des investisseurs et des grandes compagnies multinationales qui vont travailler en Égypte et ça va aussi relier le citoyen égyptien plus à son grand pays, l'Égypte. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. À présent, on va parler de quelques activités également économiques, des activités importantes du président de la République qui a enjoint aujourd'hui d'accroître la dépendance sur l'industrialisation et la fabrication locale dans le cadre du projet de développement de la campagne égyptienne. Le président Al-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli en vue de suivre l'état d'avancement du projet de développement de la campagne égyptienne. Le chef de l'État a également revu le plan d'investissement de la prochaine année fiscale qui devra comprendre la hausse de l'investissement de la part du gouvernement. Aussi, le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré l'intérêt qu'accordait l'Égypte à l'attraction des investisseurs étrangers directs dans le domaine de la production des énergies nouvelles et renouvelables.
Le président Al-Sisi a fait cette déclaration en recevant aujourd'hui les directeurs exécutifs de nombreuses entreprises belges. La réunion a porté sur le renforcement de la coopération avec le regroupement belge qui inclut l'entreprise de drainage, la DEME, celle du port d'Amwep et la société Floxy qui veille à la protection de l'environnement en produisant de l'hydrogène écologique qui entre dans la fabrication de l'énergie. Les membres de ce regroupement belge ont de leur côté souligné l'intérêt qu'accordait l'Europe à la coopération avec l'Égypte dans le domaine de la production de l'énergie écologique, de son transfert et de son stockage, et ce dans le cadre des efforts déployés en vue de réduire et d'éliminer le pourcentage du carbone dans l'air. Ils ont ajouté que l'Égypte possédait des privilèges naturels exemplaires et une atmosphère favorable aux investissements. Une nouvelle plutôt politique qui concerne le troisième round des négociations concernant la nouvelle constitution libyenne qui se poursuit dans la station balnéaire égyptienne d'Hurghada sur la mer Rouge en présence des délégations du Conseil des députés et du Haut Conseil de l'État. Cette réunion est tenue sous les auspices des Nations Unies et avec la participation du président du Haut Comité électoral, Ahmed Al-Sayeh. Les négociations portent sur les modalités de la tenue d'un référendum sur la nouvelle constitution libyenne. Lors de la séance d'ouverture, le président du comité national chargé du dossier libyen a souligné l'importance de profiter de l'atmosphère positive qui règne sur la crise libyenne depuis le choix de la nouvelle autorité exécutive et l'adoption des résolutions du comité militaire 5+5. Lors de sa première apparition officielle, le nouvel envoyé de l'ONU pour la Libye, Jan Kubi, a de son côté remercié l'Égypte pour avoir soutenu les solutions politiques et pour avoir accueilli ce round des négociations. Passons maintenant à un autre reportage qui touche au tourisme, mais en même temps, bien entendu, et directement à l'économie. Les annonces de découvertes archéologiques se succèdent en Égypte. Il s'agit d'une façon de maintenir l'attractivité touristique du pays avec dans le viseur l'après-pandémie. Un commentaire. Fin janvier, les autorités annoncent que 16 momies ont été récemment trouvées dans les profondeurs d'un temple à l'ouest de l'immense cité d'Alexandrie. L'une d'entre elles a toujours ses bandelettes en tissu, l'autre sa couronne ornée d'un cobra et un collier en tête de faucon à l'image du dieu Horus. Plus rare encore, dans la bouche de ces momies, des feuilles d'or en forme de langue. À l'époque des pharaons, on pensait que le défunt pourrait ainsi continuer à parler. Nous voilà donc plongés au cœur des rites mortuaires de cette Égypte antique, qui fascine toujours le monde entier. Une découverte exceptionnelle sur laquelle les autorités ne se sont pas privées de communiquer. Fin janvier à Minya, on a exposé des sarcophages en pierre et 10 000 figurines en faïence bleue et verte. 15 jours plus tôt, c'est le site de Saqqara, au sud du Caire, qui se retrouvait sous le feu des projecteurs. Encore, des sarcophages essentiels pour mieux comprendre le nouvel empire. Mi-novembre, c'était le clou du spectacle, la plus grande découverte de l'année. Plus de 100 sarcophages somptueusement décorés, âgés de plus de 2050 ans. Pour l'occasion, une grande cérémonie a été organisée avec mise en scène, discours officiel et caméras. Le ministre du Tourisme et des Antiquités s'empressant de dire à cette occasion qu'il restait encore beaucoup de merveilles à découvrir en Égypte. Et pour parler de l'impact de ces découvertes sur l'économie égyptienne, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi, économiste. Bonsoir docteur.
Bonsoir, madame. Alors, comme on vient de le voir dans le reportage, on voit une cascade de découvertes archéologiques qui vont certainement donner un coup énergétique au tourisme quand il reprendra. Mais la question est, quand reprendra-t-il? Écoutez, madame, nous avons, comme on appelle, des trésors incomparables sur le monde entier. C'est-à-dire, si on compare l'Égypte de tous les côtés, même le Caire, à mon avis, le Caire, c'est un musée ouvert. Nous avons, comme on appelle, des richesses archéologiques incomparables. Mais le problème est toujours là. Je ne veux pas commencer par Corona, mais je voudrais mentionner que tellement nous avons des choses, à mon avis personnel, on a besoin d'être plus organisé. C'est-à-dire, si vraiment on veut exposer tout ça, c'est trop. Et ça doit être exposé d'une façon attirante. C'est-à-dire, une seule pièce de ce qu'on voit, vous disposez maintenant, une seule pièce peut former un musée. Mais la façon de les présenter doit être un peu développée. Et aussi, nous devons comprendre que oui, il y a Corona, mais il y a aussi des façons, notre climat nous permet de présenter des choses d'une façon plus facile à visiter. Alors, en ce qui concerne les découvertes, ça ne va jamais être terminé. Nous avons une histoire non seulement pharaonique, mais il y a plusieurs civilisations qui ont passé sur l'Égypte. Et on doit être, à mon avis, avoir un plan un peu plus sophistiqué pour présenter nos trésors. Parce que la façon, à mon avis, dont on les présente, on ne peut pas mettre une centaine de sarcophages dans une seule place. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit Mais je pense, docteur, que ce problème que vous avez mentionné, je pense qu'il a été quand même pris en considération dans le nouveau musée, non? Pas question de nouveau musée. Nous avons 27 gouvernorats. On peut avoir 27 musées. On peut avoir une centaine de places. Dans chaque place, on peut avoir une pièce historique. On a beaucoup, mais à mon avis, c'est encombré, c'est pas très bien présenté. Ça doit être mis partout sur le territoire égyptien, parce que ça, c'est pas seulement le Caire. Ce sont des pièces qui viennent de partout. Vous avez raison dans le fait d'avoir un musée par gouvernorat pour montrer à tous les enfants de tous les gouvernorats nos trésors. Bon, pourquoi cela ne se fait pas? Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par dire on a besoin d'être un peu organisé. Oui, quel est l'obstacle? Avoir une vision beaucoup plus, comme on appelle, pratique. Et non seulement pour nos enfants, aussi pour les visiteurs. L'Égypte est trop grand. On vit sur 7% de la surface. C'est inacceptable. Je répète, on peut avoir une centaine de musées. Bon, quel est l'obstacle qui fait face à cela? Vous avez été député, vous avez certainement parlé de cela aux responsables durant votre présence au Parlement. Qu'est-ce qui fait obstacle à cela? Il y a toujours des réponses, que oui, on a besoin d'argent, je ne sais pas quoi, mais à mon avis, ce n'est pas l'argent. C'est un plan qui doit être mis, et je ne veux pas demander que chaque chose doit être faite par Monsieur le Président. C'est inacceptable. Mais on peut avoir dans chaque gouvernorat un grand musée avec des places, avec des hôtels, des motels, des quartiers comme Khalili. Nous sommes un pays trop riche, un pays qui peut vivre sur l'histoire et nos trésors, à mon avis personnel, mieux que n'importe quel développement économique. Parce qu'on a beaucoup de civilisations qui a passé sur le territoire égyptien, commençant des pharaons jusqu'à présent. Alors, vous avez commencé par dire économie, oui. Avec notre civilisation, nous pouvons avoir une économie beaucoup plus développée. Et aussi, quand on dit dans tous les gouvernements, ça va créer des micros et petits projets pour que les gens travaillent, ça va créer des petits restaurants et des cafés partout sur les 27 gouvernorats. Alors moi, je commence par... On a demandé ça au Parlement. On a demandé d'avoir un musée dans chaque gouvernement. Vous avez tout à fait raison. Et je pense que le ministère de l'Antiquité, durant les 2 ou 3 dernières années, il a beaucoup travaillé sur la restauration de palais et de châteaux dans plusieurs gouvernorats. Oui, bien sûr. Mais on veut, je répète, une petite musée ou une grande musée, ça dépend
ça va être fait où? Mais on doit avoir ça pour notre civilisation, pour nos jeunes, pour nos enfants et pour attirer aussi le tourisme du monde entier. Moi, je me souviens très bien quand on a fait l'opéra à Luxor il y a quelques années. C'est quelque chose qui a bouleversé le monde entier. Les gens venaient par leur avion privé pour voir. Oui. Alors, si on donne un peu plus d'importance à ces choses-là, je pense que l'Égypte, économiquement, peut vraiment avoir un développement très positif. Bon, nous avons vu les rapports des économistes louer l'économie égyptienne surtout durant cette période de coronavirus, bien que nous nous sommes passés des revenus du tourisme durant, bien entendu, cette crise. Comment est-ce que vous expliquez cela? Nous avons une économie très bien diversifiée. Nous avons un climat très bien, je veux dire, 365 jours par an, agréable. Nous avons une location aussi unique géographique. Alors, quand on regarde l'Égypte, même avec Corona, ça ne nous a pas stoppé. Et je veux ajouter aussi qu'on a eu un développement sur le côté agriculture, pisciculture, l'économie bleue. On a eu un grand développement. Et même exportation. L'infrastructure, des nouvelles villes, partout. Alors, notre économie est très bien diversifiée. Et si je prends le secteur touristique même, très bien diversifié. Que ça soit le Méditerranée ou la mer Rouge, le Nil, partout l'histoire, on est découverte chaque jour. Il faut bien mettre un plan assez développé pour vraiment que l'Égypte avance beaucoup plus vite dans ce domaine. Docteur Passant Fahmy, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et merci, donc, sur ce, on arrive à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi et agréable moment avec la suite de nos programmes. Au revoir.